Et c'est moi qui ai d'où le pétrole gné. Attention, c'est des missiles nucléaires. Enfin, pas encore, mais attention, basédique. Moi au moins, c'est la soupe du monde. Oh, all this noise once and soon. Otherwise, I go boom boom everywhere. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez dans ma vidéo, vous? Humble salutations, je suis Illuminatix, et aujourd'hui, on va parler des différents pays autour de l'Iran et... Hein? Et la vidéo, je fais quoi? Je vais pas laisser en plan mes abonnés. D'ailleurs, merci pour tous les nouveaux qui ont rejoint entre deux. Quoi? Non, ne vous en allez pas, j'ai sûrement un autre sujet dans ma besace. Humble salutations, je suis Illuminatix. J'ai un effet de déjà vu. Mais aujourd'hui, on va évoquer une guerre qui s'est déroulée il y a 2-3 ans. On est en 2023, je précise, au cas où pour ceux qui regardent cette vidéo dans 10 ans. Une guerre que tout le monde a oubliée, oui, même vous, ou du moins, il y a grande chance que vous n'y ayez pas entendu parler ou bien de manière très vague. La guerre du Tigré, qui reflète en vérité une guerre civile ayant mis en exergue un pays peuplé de 110 millions d'habitants sur une discrimination populaire dans une période de troubles politiques et ethniques. Sans parler de la crise alimentaire et l'échec d'un modèle gouvernemental successif. Et oui, ce pays qui a subi tous ces tares à la fois, c'est l'Éthiopie. Je vous propose de revenir sur une des guerres qui a réussi à être pour l'instant la guerre la plus meurtrière du XXIe siècle. L'histoire d'un événement commence toujours par un avant. Il était une fois, un beau matin de l'année 1976, le gouvernement éthiopien, considéré millénaire depuis la création de la dynastie Zagwe, finit par s'effondrer. Haïlé Sélassié, dirigeant très apprécié incarnant la résistance et l'indépendance lors de la Deuxième Guerre mondiale, voit sa réputation despotique lors des dernières années de son règne amener son pays et lui-même à la ruine. C'est ainsi que commence le coup d'état qui amènera au pouvoir Mengistu Haïlé Mariam, lieutenant-colonel mis aux fonctions par une révolution marxiste. Il va vite suivre une grande partie de ses pairs dans le domaine et établir un état autoritaire. Mengistu, qui, visiblement, aime bien Staline, se dit que maintenir une terreur rouge constante est une bonne idée. Évidemment, ce n'est pas du tout une bonne idée, n'en ressort qu'une catastrophe sociétale suivie d'une crise alimentaire dans les années 80 et une légère schizophrénie sur la politique étrangère. Il est finalement lâché de tout soutien en 1991 et le FRDPE, ou Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, le remplace établissant une vraie démocratie. Pourquoi monter aussi loin? Eh bien, c'est important de comprendre le contexte dans lequel cette guerre a vu sa genèse apparaître. Le FRDPE est un front politique multiculturel qui est lui-même divisé en plusieurs fronts démocratiques qui représentent eux-mêmes des ethnies différentes issues du pays. Ethnie? Ouais, attendez, on va passer dans une autre phase de la vidéo pour éviter de vous paumer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Dessous des cartes d'Illu. L'Éthiopie, un pays fascinant dont son existence supposée remonte au 9e siècle, état au carrefour de nombreuses civilisations avec un cœur économique et culturel unique et isolé, qui fait de lui un pays énormément riche en culture et patrimoine. Mais qu'en est-il des différents peuples qui y vivent? Entre majorité ethnique et consensus religieux, eh bien, sortons nos cartes. L'Éthiopie est un pays d'Afrique de l'Est d'une superficie de 1,1 million de kilomètres carrés, ce qui représente plus ou moins le double de la superficie de la France métropolitaine. L'Éthiopie est un pays enclavé entre plusieurs de ses voisins, le Soudan et le Soudan du Sud à l'ouest, le Kenya au sud, la Somalie, le Somaliland et le Djibouti à l'est, et pour finir l'Érythrée qui, jusqu'en 1991, faisait partie intégrante de l'Éthiopie. En Éthiopie, il existe 5 ethnies dites majoritaires et disposant de plus d'1 million d'habitants. Les Oromos, qui représentent 32% de la population, qui enrobent le milieu du pays et le sud. Les Amharas suivent de très proche avec 31%, vivant dans la région des plateaux éthiopiens. Les Afars, 7%, entourant la frontière avec la Somalie et le sud du pays. Les Somaliens eux-mêmes, représentant 4%, et les Tigrés,
4% aussi vivant au nord du pays et en bonne partie en Érythrée. Le reste de la population se mélange dans des zones distinctes ou mixtes et représente le reste de la population. La religion est aussi partagée, même si marquée par les Oromos et les Afars. La pluralité religieuse est très grande en Éthiopie, due à son histoire complexe entre les trois religions abrahamiques. Comme vous pouvez le voir, le sujet des cultures et religions est très particulier et pointu. Le pays ne possède pas d'identité nationale propre. Et oui, et là est tout le problème de la guerre que nous avons connue en 2020, depuis la mise au pouvoir du FRDPE en 91. Même si hérité d'un gouvernement communiste et donc d'une idéologie qui se veut égalitaire, le pays va être dominé politiquement par différentes minorités ethniques. Suivant à ça, les années 90 et début 2000 seront dirigées par l'ethnie tigrée, qui sont surreprésentés dans le FRDPE. Ce qui n'arrange pas les affaires étant leur politique autoritaire. Le pays stagne. La situation change, cela dit, en 2018, à la mort du Premier ministre Meles Zenawi. C'est la fin de leur hégémonie, le pouvoir revient à la première ethnie, les Oromos, par la prise de pouvoir d'Abiy Ahmed Ali, qui représente une nouvelle vitalité dans le paysage politique éthiopien. Sa prise de fonction est marquée par une grande action comme la neutralisation des relations avec l'Érythrée, une refonte du FRDPE. Cependant, en 2019, Abiy Ahmed, avec cette refonte du parti, crée le parti de la prospérité. Tous les partis ethniques y sont conviés, mais un seul refuse de répondre à l'appel et c'est le FLPT, le parti du Tigré, qui voit encore une perte de son autorité au profit d'une vision ethnocentrique de la démocratie. Va se jouer une course à qui sera le premier à agir dans la violence. Des légers conflits de plus en plus violents commencent à voir le jour entre le gouvernement central et la région du Tigré, et se terminera par la sécession officielle du FLPT le 9 septembre 2020, après un désaccord diplomatique grave et une réponse militaire après le saccage d'une base fédérale attaquée. Le FLPT étant déjà bien agacé du report des élections législatives de 2020 à 2021 et décide de faire sécession après des années de mauvaise gestion. Est-ce étonnant? Eh bien, pour la plupart des médias occidentaux, oui. Mais vu ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, non. Très vite, l'état d'urgence est proclamé dans le nord du pays. La FNDNE, les forces de défense nationale éthiopiennes, est appelée à calmer la situation au Tigré. Ce qui aurait pu être une simple insurrection de quelques semaines va se transformer en guerre de plusieurs mois, par une erreur que le gouvernement central n'avait pas pensé. Le nord du pays avait été, et est toujours, surmilitarisé dû au conflit avec l'Érythrée il y a 20 ans. On y supposait que 40 à 50% des réserves militaires en hommes et matériel s'y trouvaient avant le conflit. Problème, la grande majorité des soldats ou tout autre auxiliaire en charge de les garder étaient des Tigrés. Ah, mais oui, ça change tout, le petit gouvernement rebelle se retrouve avec une milice paramilitaire de 250 000 hommes surarmés et entraînés, des réserves en munitions pour tenir un bon moment et des armes de différents pays données à l'Éthiopie pour sécuriser la frontière nord du pays. Comme, je sais pas moi, des missiles balistiques tactiques chinois, sans parler de la désorganisation militaire provoquée pour l'Éthiopie. Instantanément, Abiy Ahmed fait une allocution, prévient le peuple, cherche à rassurer sur les rumeurs que le pays aurait été attaqué par des Érythréens, et accuse les Tigrés de ce crime. Exprime une position autoritaire sur la situation. Les forces Tigrées sont stoppées une première fois à la frontière avec la région de l'Amhara, entre le 5 et 7 novembre. Après la mise en commun avec les déserteurs de l'armée du Nord, les Tigrés commencent à construire une véritable stratégie, malgré le bombardement de Mekele, la capitale du Tigré. Les événements continuent à s'accélérer dans les jours qui suivent. Le FLPT provoque un massacre de 600 personnes Oromo dans un village, lance des missiles à Asmara en Érythrée, dans le but de provoquer encore plus de troubles, avec des explications très stupides. Le gouvernement central reprend beaucoup de villes à la suite de ces événements, tels que Aksum ou Shire, et le 16 novembre lance un ultimatum au gouvernement du Tigré pour qu'il se rende dans les 72 heures. Sauf qu'évidemment, avec de quoi se battre contre 3 fois l'Éthiopie, ils vont refuser en déclarant qu'ils continueront de se battre tant que l'armée du Nord sera sous leur contrôle. 14 décembre, Mekele est reprise par le gouvernement central, mais les dirigeants du Tigré fuiront dans la campagne. Ils veulent vraiment faire durer le conflit. Les combats continuent alors, pendant quelques mois, avec des affrontements souvent indirects. La position éthiopienne sera en faiblesse dans ces territoires
dite occupée, dès mars dû à de nombreuses accusations des États-Unis puis de l'ONU sur les questions humanitaires et sur un potentiel nettoyage ethnique subi dans la région. Vrai ou pas, la seule chose qui en ressortira est une opportunité donnée à l'armée du Tigré pour attaquer de nouveau l'Amhara. En mi-mars, Tigré reprend le dessus et récupère sa capitale et la majorité de la région en juin. Des tentatives de cessez-le-feu pour raisons humanitaires et alimentaires essayent de se mettre en place, mais par manque de volonté des deux côtés, elle sera abandonnée le 10 août après une déclaration de Abiy Ahmed d'appliquer la mobilisation générale. La situation se trouve encore plus quand une armée de rebelles en Oromia et en Amhara rejoint les Tigrés et crée le Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes. L'Éthiopie devant maintenant agir en sein même de son territoire considéré sous son contrôle. Je n'ai pas besoin de vous dire encore une fois que le Tigré en profite, encore, et mène une percée jusqu'à Debrecina, à 200 km de Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Ça se voit qu'on est hors de la sphère occidentale et orientale, les noms des patelins ils sont tellement pas communs à entendre. Malgré l'horreur menée dans la bataille, les forces révoltées sont stoppées et même plus, l'Éthiopie entreprend une grande contre-offensive pour repousser les armées insurrectionnistes. Jusqu'en fin 2021, une nouvelle phase du conflit prend place. Pendant 5 mois, la guerre va se calmer sous ton d'une trêve humanitaire légèrement imposée aux deux camps, auxquels dans les régions en guerre, la population est en extrême pénurie de nourriture. La trêve réussit à durer encore 2 mois de plus, même si les deux camps ont surtout utilisé ce temps pour se renforcer, reprendre les hostilités dès août 2022. Les deux s'accusent mutuellement de la reprise de la guerre. L'un bombarde Mekele, pendant que l'autre attaque les villes aux alentours du Tigré. Après un accord, un nouveau front s'ouvre au nord du Tigré. Malgré ça, rien ne bouge, et le nombre de morts continue à s'accumuler sans qu'aucun camp réussisse à imposer ses volontés à l'autre. Même si l'Éthiopie lance une nouvelle offensive très agressive dès septembre, très concluante, même si rapidement bloquée au Tigré, l'Union africaine, de plus en plus inquiète et sous pression légère de l'ONU, décide de convier les deux belligérants pour imposer une paix dans une situation qui devient de plus en plus incontrôlable et qui, comme beaucoup de guerres, nourrit une haine réciproque des deux camps. Sans parler de la catastrophe économique que cela crée dans la région du monde, qui n'a pas encore connu sa transition en pays développé. Il y a aussi le désordre interreligieux qui pourrait prendre racine et amener le terrorisme et les conflits du Moyen-Orient jusqu'aux portes de l'Éthiopie. Car après tout, la guerre civile au Liban a prouvé que même avec une grande acceptation, un pays peut très vite se mettre à s'entretuer. Mais revenons à l'Éthiopie. Dès octobre, des pourparlers sont organisés en Afrique du Sud, et la guerre prend fin le 3 novembre 2022 en faveur d'un retour au statu quo. 800 000 morts pour ça. Eh ben... La guerre, c'est bien! Merveilleuse phrase d'un gamin de 8 ans, ça. Qui est évidemment horriblement fausse. La guerre sert des intérêts de gouvernements qui ont des objectifs au mieux, qui pourront aider les populations qui y vivent, et au pire nourrir l'appétit des classes dirigeantes sur des souhaits flous qui sont de loin d'être d'un intérêt vital. C'est le cas de ce conflit. La marginalisation du FLPT et la volonté des Oromos à centraliser l'Éthiopie l'a amené à la sécession, ce qui a fait sombrer l'Éthiopie dans une guerre intra-étatique, à la suite d'erreurs de choix et de décisions qui ont mené immédiatement à une guerre de mouvement puis d'opposition qui aura amené des milliers de personnes au trépas. Pourquoi ? Pour rien. Enfin non, en vérité la situation a légèrement évolué pour un renouvellement du fédéralisme éthiopien, mais qui n'est pas garanti dans un futur proche. Cette guerre est le parfait exemple de la guerre civile qu'on se serait passé moralement. Encore aujourd'hui, le pays pense encore les plaies de ce conflit, et pour certains, cette guerre n'est pas finie. Des clandestins et des rebelles continuent des guérillas dans les régions éloignées. Reste à savoir ce que fera l'Éthiopie pour empêcher son pays de sombrer une nouvelle fois dans le chaos d'une guerre civile. Et bien tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous connaissez la suite, abonnez-vous, likez, dites-moi des points à améliorer, et on se retrouve dans un mois pour la prochaine vidéo. Salut!